Cette interview sera faite en ASMR. Est-ce que tu entends? Moi, c'est Marcy Erika Charolois. Je suis à la fois auteure, speaker, agitatrice de communauté. Ce serait une bonne façon de m'introduire. Et je parle à la fois aux communautés de recruteurs et également de développeurs et toutes les fonctions dans l'IT. J'ai toujours été un petit peu dans les médias, j'ai travaillé sur TF1 pour Fun Radio, à la fois devant le micro mais aussi en backstage. J'ai été manager d'équipe dans la mode, j'ai fait plein de trucs complètement différents. Ce qui m'a mené à faire ces professions, c'est que j'ai pas mal baigné dans l'univers geek avec mes potes et en étant là-dedans, je me suis dit tiens pourquoi pas, un jour peut-être, j'ai commencé à coder un petit peu. Finalement j'ai pas du tout pris cette voie-là, j'étais beaucoup plus attirée par la communication et je me disais tiens, vu que c'est quand même une sphère grandissante, il est possible que je trouve un moyen de faire de la com à l'intérieur de l'IT et c'est comme ça que j'en suis arrivée là, après une reconversion. Je pense que c'est tout simplement le fait qu'il y ait quand même, une projective d'employabilité qui était de plus en plus forte et je me suis dit que ce serait un secteur qui serait mené à changer en réalité. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là et avec l'impulsion de mes amis et un jour je suis tombée sur l'annonce de We Love Dev et c'est comme ça que j'étais rédac chef chez eux pendant 2 ans. Je pense que quand tu te retrouves représenté ou en tout cas que tu as une représentation positive d'un secteur via mes amis pour le coup, tu te dis que c'est possible. Je pense que c'est vraiment l'expérience, le cumul d'expérience, le cumul de gestion de portefeuille client. Aujourd'hui, je peux te dire que j'ai bossé pour des grosses boîtes quand même via We Love Dev où je gérais la ligne édito du groupe ADO, donc Leroy Merlin et toutes ses succursales. Par exemple, tu peux avoir plein d'autres leviers de crédibilité comme faire des conférences à Devox. C'est un autre levier de crédibilité progressif. Mais comment on en arrive jusque-là? Je pense que c'est avec énormément de... déjà, il y a du travail en réalité. On n'est pas communicant juste parce qu'on tchatche bien. Non, il y a des gros enjeux de compréhension de l'audience, de à qui on parle, pour qui on parle, quels sont les besoins de ces gens-là, comment on les met en avant et aussi ce travail d'empathie. Mine de rien, l'empathie est un véritable vecteur de crédibilité parce que quand on répond bien à la problématique de la cible, au sens très large évidemment, on finit toujours par viser juste. Je pense que c'est tout simplement parce qu'on a beaucoup d'idées préfaites de comment un recruteur doit travailler. Ce qui fait que parfois, il peut y avoir quelques manquements en termes d'expertise et d'outils qui sont hyper importants sur la façon dont on va sourcer, dont on va aborder le candidat, la façon même de rédiger, et c'est là où la communication est hyper importante, la façon de rédiger l'annonce, d'extraire vraiment des mots-clés qui ont plus de valeur que j'ai une opportunité pour vous. On crée juste une situation de rejet sur la fonction tech quand on aborde les gens comme ça, et n'importe quel métier en réalité. Aller plus loin dans la promesse, aller plus loin dans ce qu'on est en capacité d'offrir comme levier de sécurité, de rémunération, d'implication en fait du futur candidat à se projeter uniquement via l'annonce est un enjeu énorme. Pour y arriver, évidemment, il faut changer les choses et c'est pour ça que là actuellement je travaille avec l'école du recrutement et c'est juste génial de pouvoir parler avec 10 000 recruteurs quasiment tous les jours et de se rendre compte que oui, les lignes bougent et il y a une attente en fait même de la part des recruteurs à augmenter en compétences et en façon de parler correctement à la cible IT qui est aujourd'hui une très grosse proportion qui est attendue sur le marché du travail. Il y a aussi tous ces nouveaux profils qui sont en train d'arriver avec des mœurs qui sont en train de changer et qui clairement changent la donne. Donc l'expertise, la façon de travailler et de promettre quelque chose qui soit viable sur le long terme. Encore une fois, on se tient à l'idée faite et préfaite de ce qu'on attend de l'autre. Autant on imagine que le recruteur ou la recruteuse va forcément être systématiquement incompétent dans son approche, ce qui n'est pas forcément le cas, mais on va dire une grosse proportion fait ça malheureusement. Et de l'autre côté, on a cette vision du recruteur et de la recruteuse qui se dit « Non mais il faut que j'embauche le cliché du geek ». Heureusement, les choses changent, je tiens à le dire, mais en effet, la question de la pénurie remet d'ailleurs en question et en perspective la notion même de ce qu'est un développeur. Quand je dis
un développeur, c'est hyper important, c'est qu'en fait, on oublie qu'un développeur, c'est aussi une développeuse. Ça peut être un développeur, développeuse non binaire. Ça peut être énormément de choses. Changer aussi l'image, l'épinal de ce qu'on se fait d'un métier. Et c'est primordial en réalité. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à attirer et à faire de la rétention de talent, si on peut dire ça comme ça. Arriver à permettre l'accompagnement avec le hiring manager sur du long terme, quoi. En tout cas, beaucoup plus que juste je cherche quelqu'un d'extrêmement compétent, qui a tant d'années d'expérience, qui sait faire ça. Est-ce que le junior, il peut pas aussi grandir avec l'entreprise? Est-ce que c'est pas un levier d'attraction? Est-ce que c'est pas un levier de rétention? Ça pose la question et la réponse est globalement oui. Ce que je présente dans cette conférence qui s'appelle « Pourquoi vous n'arriverez pas à attirer et retenir les femmes dans vos équipes tech », c'est tout simplement une réponse, on va dire, en 3-4 parties sur qu'est-ce qui est un groupe dominant, quelle est la culture dominante, comment on la définit, comment ce groupe dominant, par un socle de valeurs communes, arrive à créer une dynamique d'inclusion ou d'exclusion, comment l'exclusion crée une révolution et que la révolution vient de nouvelles personnes. Là, en l'occurrence, on parle des femmes et donc oui, tu parlais de ça tout à l'heure, il y a vraiment ça, le profil femme, racisée, LGBT, dans lequel aussi je me reconnais très bien. Et les femmes handies, les femmes trans, etc. Aujourd'hui, il y a une véritable mutation qui fait que cette conférence est, je pense, un portail sur ce qu'est la diversité en plus de la mixité de genre. Je pense qu'il y a cet effet-là parce que malheureusement en France, on a une énorme tendance à donner des genres aux filières, ce qui fait qu'on présuppose depuis des années que les femmes sont plus littéraires que mathématiciennes ou scientifiques. On en arrive à cette question de les femmes aiment-elles les maths? En vrai, est-ce qu'on leur a même donné l'idée qu'elles pouvaient le faire? Au-delà d'aimer, est-ce que c'est pas juste la question de capacité qui intervient et de la représentation et du libre arbitre des femmes à exécuter exactement tout ce qu'elles veulent dans leur vie? On rentrerait sur des questions de féminisme assez profondes, mais je pense qu'il y a de ça, il y a cette question de est-ce qu'on donne la possibilité aux femmes de s'exprimer et de se réaliser par n'importe quel secteur. La tech en fait clairement partie. Libérer la question du salaire, c'est aussi mettre plus de transparence sur les inégalités salariales. Il est temps aussi que les entreprises comprennent que fabriquer de l'omerta sur la base du salaire est quelque chose de fondamentalement discriminatoire en fait. On ne peut pas retenir les femmes ou alors les attirer si on n'a pas du tout de transparence sur la question du salaire. Où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on se projette, où est-ce qu'on a envie de créer même sa proactivité professionnelle en tant que femme quand on ne sait pas si ça vaut vraiment le coup d'aller dans cette boîte-là. Je pars du principe que c'est un moyen pour moi de faire des choses, c'est une façon d'acquérir de la sécurité, mais aussi une façon de déterminer ma valeur sur le marché de l'emploi. Je suis toujours épatée par vraiment le tout petit budget qui est alloué pour le nombre de tâches qu'on me demande. Je me dis en vrai, non, on est là pour créer de la valeur et pas juste remplir des horaires. C'est une question qui est profondément culturelle en France, où on a ce truc, on a besoin d'être hyper assuré par la fiche de poste. Et je pense que quand je lis certaines fiches de poste, je me rends compte que c'est un avantage que je ne sois pas maman. Je me dis, mon Dieu, en termes de charge mentale, charge émotionnelle et autres, ça pourrait être très très compliqué. Pour un salaire comme ça, parfois c'est un peu audacieux. C'est la rédaction d'une newsletter quasiment quotidienne où je vais déterminer ma propre ligne éditoriale. Donc il y a une communauté d'à peu près 10 000 recruteurs qui sont en attente d'outils, qui sont en attente de thématiques, qui sont en attente d'inspiration pour aller plus loin dans leur pratique et dans leur façon d'exécuter leur travail au jour le jour. Comment on améliore ces techniques de sourcing, ça peut être comment on fait pour être inspiré, comment on fait pour être dans l'empathie, tout simplement. Il y a tellement d'images perçues et des épinals qui sont à déconstruire, mais de tous les côtés. Là, on va parler surtout des recruteurs et des recruteuses. Et il y a ce truc-là où on a besoin d'aller plus loin et de créer une empathie à 360%. C'est-à-dire que moi, j'active ça. Je pose des questions, parfois peut-être un peu clivantes aussi, pour mettre en exergue des inégalités profondes ou alors des points d'amélioration qui sont tout à fait possibles à travailler. On
peut pas tout mélanger en réalité. Je pense que tu peux avoir ta casquette militante et qu'elle n'entrave pas du tout la vision des recruteurs. Et en même temps, il y a certains points où je me dis, tiens, ça, finalement, ça peut créer de l'empathie chez l'autre. Donc, je vais peut-être le déporter sur ma ligne édito recruteur chez l'école du recrutement. J'essaie de doser parce que le militantisme, ça peut être aussi parfois légèrement anxiogène pour certains types de personnes et certains types de boîtes. Et c'est tout à fait OK que ce soit pas les valeurs qui soient promues ou alors la ligne édito qui puisse être accessible en termes de compréhension et de profondeur de ces engagements-là. Alors déjà, en termes d'équipe en interne, c'est quelque chose qui est apprécié chez nous à l'école du recrutement. Ce qui fait que, mine de rien, déjà, le fait d'avoir cette acceptation-là en interne est très sécurisant. Ensuite, oui, évidemment, tu vas avoir des boîtes qui vont être quand même en attente de ce type de sujet et qui ont besoin d'avoir des personnes qui puissent être assez franches et droites sur leur façon de voir les choses. Même si on n'est pas d'accord, notre culture, c'est d'avoir du débat et que ce débat, dans tous les cas, il va créer de la richesse, peu importe qui on est et peu importe où on est. Il y a aussi le fait que 60% des personnes LGBT ne se outent pas sur le lieu de travail par peur d'une ascension qui vont donc de la remarque jusqu'au harcèlement sur le lieu de travail, ce qui est complètement dément. Mettre en exergue la nécessité de parler de ça et d'avoir de la représentation au sein des équipes pour attirer aussi des personnes LGBT pour qu'elles se rendent compte que la safe place, elle peut exister et en plus, elle pourrait la maintenir. Aujourd'hui, tu vas te retrouver avec beaucoup de personnes qui prennent la parole, qui osent et qui vont expliquer que même la plus petite remarque, la plus anodine sur une situation banale, type on prend un café, on a la machine à café, tu vas dire que toi t'étais avec ton compagnon, je sais pas, je te prends un exemple tout simple au cinéma, et toi qu'est-ce que t'as fait? Et bien la personne, si elle est en couple avec quelqu'un du même sexe, si elle est en couple avec une personne trans, si elle est en couple, ça pose tellement de barrières. En fait, la norme est tellement hétéro que tu pourrais presque te dire, est-ce que je dois le dire? 60% de personnes ne se outent pas sur le lieu de travail. J'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes, gays notamment, dont un témoignage qui m'a pas mal marqué, c'était dis donc, franchement, qu'est-ce que tu codes comme un PD? Quand tu sais que ça existe et que, à la suite d'un article que j'ai publié sur We Love Dev où j'ai reçu vraiment une bonne dizaine de témoignages qui allaient dans ce sens-là, on se dit que c'est même pas un sujet, c'est vraiment un fait social et que la plus petite remarque est vraiment une ascension vers le pire. Je pense que le plus simple et le b.a.-ba de tout ça, c'est de se rendre compte de ses propres privilèges, et ça regarde tout le monde. On a tous des privilèges dont on n'a pas forcément conscience. Pour un public qui va être, on va dire, dans le groupe dominant, il est important que ce groupe prenne en considération la capacité à laquelle elle peut être disposée à créer de l'exclusion. Pour des personnes LGBT, je dirais que travailler un espace safe, c'est aussi se rendre compte qu'être hétéro est tellement la norme que le reste n'existe pas vraiment. Comprendre que ce qui est normal n'est peut-être pas normal pour l'autre. Quand la différence est l'objet de discrimination, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut en parler.